canapé. Salut à toutes et tous et bienvenue à un nouvel programme de Un regard dans l'abîme. Salut Jules. Salut. Et aujourd'hui, on commence le 34e épisode avec, je pense que d'emblée, on va dire, excusez-nous, je pense que ça va être à la Guanagan aujourd'hui. Il y a des chances. Il y a des chances, pas préparé, beaucoup de taf. Bon, voilà, c'est comme ça. Il faut y aller quand il faut y aller. Déjà qu'on a pris un peu de retard cette mois-ci, donc, sur ce, avec des décisions de la dernière seconde, Et peut-être une qui n'est pas encore tout à fait arrêtée en plus. ça, je peux changer d'avis encore. Non, si, allez, c'est bon. Je vais parler d'une série d'animation et d'un film. Et Ouais. toi? Et moi je vais parler d'un roman et d'un roman un peu intimiste et d'une BD de science-fiction. Punaise, il faut que je parle plus des bouquins. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Bah, on fait bien la Ouais, la mais balance du coup là. Pour le coup. Effectivement. Mais bon, c'est les temps, tout ça. Même si des BD, quand même, je n'ai quelques-unes en réserve, on verra. Bon, je vais y aller. À toi. Allez, hop, c'est parti. Donc, je vais commencer par une série que j'ai vue il y a déjà quelques mois, par ailleurs, à la suite des Scavenger Range, que j'avais déjà chroniqué et que Ouais, ça fait j'avais un petit moment, adoré. du coup, ouais. Et un des réalisateurs, ils sont deux, mais un qui vient des Scavenger Range, ils avaient fait avant une série qui s'appelle Common Side Effects. Et je regardais et j'étais étonné, c'est-à-dire j'adorais la série. Attention, c'est une série qui n'est pas finie. D'accord. Il y a pour l'instant qu'une saison, sûrement il y aura une deux. J'ai l'impression qu'ils ont été faites pas trop loin des Scavenger Range. Peut-être en vrai, ça a été fait après, Scavenger Range, il est passé. Bon, bref, je ne sais pas. Mais je dis que j'étais étonné parce que c'est des séries très différentes. Même si ce sont des séries si en valeur sûre, c'est la qualité. Ouais. La qualité d'animation d'un côté, parce que ça n'a rien à voir, l'animation, mais aucun D'accord. rapport. Là, on est sur un Scavenger Range, on était vraiment sur un style plus mettant en relation très perfilé, les personnages sont très clairs. Là, on est plus dans, je ne vais pas dire la caricature, hein, mais les personnages ils sont des grosses têtes avec des petits corps, etc. Et même si la série, c'est pas du tout une comédie, hein, c'est pas du tout des cas, hein, c'est plus un délire psychodélique. D'accord. D'accord. Et avec ces deux rapports très différents, ils sont quand même deux séries très réussies. D'accord. De quoi il parle Common Side Effect, fait indésirable en français. Par ailleurs, je pense qu'il n'a été pas doublé français. J'ai D'accord. cherché là Ça arrive de maintenant. temps en temps. Il y a Ouais. il y a des séries qui passent sous le radar. Ouais, j'ai vu qu'il était sur Amazon Prime, sur Canal+, et des trucs comme ça, mais j'ai pas l'impression qu'il soit doublé. Peut-être je me trompe, si c'est le cas, mais de toute façon, même si c'était doublé, je le Oui, tu ne pas regarder. Bref, chacun ses manies, C'est ça. on va le dire comme ça, et ses habitudes. Donc, de quoi il parle? En fait, on suit la vie d'un scientifique putain, comment ça les mots en français? C'est en biologie qui étudie les champignons, précisément. Ah putain, ouais. Je vais pas avoir le mot. Moi non plus, je ne peux pas les trouver. C'est vraiment... ouais, vas-y, tu les cherches et tu me diras après. Qui découvre un champignon dans l'Amazone perdu, qu'il est, en résumé, la cure partout. Tout. Même la mort. Un mycologiste. Oui. Allez, voilà. Je savais que c'est commencé par un myco, mais... Bon, bref. Moi, j'avais que mycose dans la tête, je savais que c'était pas ça, donc... Donc, un champignon que c'est littéralement la solution pour tous. Et cette solution, parce que tous les vois depuis les premiers épisodes, c'est déjà, si
hyper psychédélique parce qu'en fait, quand ça t'arrive, quand tu manges ce champignon, ou quand tu prends un morceau, c'est vraiment les voyages. Il y a des petites créatures qui apparaissent autour de toi. Ça reste pas trop clair si c'est des vrais ou pas vrais, parce que forcément, il ne voit que celui qui a pris les champignons. Mais je pense qu'il y a un rapport spécifique. Je pense que vraiment, il n'est pas révélé dans les premières saisons, mais je pense qu'il y a vraiment un secret derrière ça, j'ai l'impression, pour tel qu'on est raconté. Et comment, pour tout un tas de circonstances, ce personnage, Kuso, pour ailleurs, qui s'appelle, pour une fois que je le sais, Marshall Kuso, s'est fait persécuter par tout le monde pour, forcément, les empresses de pharmacologie. Mais pas que, parce que aussi pour la DA, pour le service antidrogue des États-Unis, plein de monde qui est autour et qui ne connaissent pas. Et comment ce personnage qui en plus, c'est vraiment, je dirais que c'est un portrait plutôt bien fait, parce qu'on a toujours l'impression, notamment dans les films modernes, que c'est il dépeint les hippies un peu comme les gars fumés, que les neurones ils sont dehors. Là, les gars, il est vraiment, je pourrais classifier d'hippie, parce que vraiment sa démarche, il est telle, il est puissant, l'offre en plein des choses, en même temps qu'il est un peu parano parce qu'il s'est fait persécuter en permanence. Mais il est fondamentalement très gentil. Il a dans son esprit un usage très dosé, très comment dirais, très punaise, très éthique de ces champignons qu'il garde précieusement et que par contre, il ne sait pas comment ils se font. D'accord. Bon, le long de la série, il se développe et quand il arrive à savoir comment je vais l'expliquer parce que c'est trop marrant. C'est vraiment trop marrant. Il y a des tortues des milieux. Donc, et aussi son rapport sur une fille qu'elle connaissait du lycée et que forcément il était un peu amoureux d'elle et qui réapparaît maintenant dans son âge adulte. Et que sans René, elle travaille pour une entreprise pharmacologique. Mais, oui, au début, il s'approche à lui pour les intentions d'avoir ces champignons, découvrir ça. Mais après, pas tant ça, quoi. Finalement, il apprécie sainement parce que c'est un truc qui c'est important dans cette série, c'est vraiment la bonhomie de ce personnage. C'est comme il est gentil, en fond, tout en étant pas gentil, pas du tout con, parce que c'est pas ça, parce qu'il est plein de fois parano, il se fait agresser, il est pauvre, il prend cher. Je vais pas dire en tous les épisodes, mais presque, quoi. Avec un frère, les personnages du frère, bon, les sont tombés, c'est un monde à part. Faut les voir. Faut les voir. Et tout ça, ça fait une série avec un message, forcément, je pense que si on prend un peu tous les petits détails que je suis en train de raconter, forcément, il va y avoir une critique sociétale, une critique à la empresse pharmacologique, au fait de vouloir exploiter ce champignon, forcément non pour guérir définitivement, sinon pour plutôt soumettre plus de monde possible. Mais en même temps qu'il apparaissent des autres factions qui veulent les reproduire, parce que en fait, les protagonistes du marché, ils ne veulent même pas la production massive. Ils veulent vraiment avoir une question très éthique derrière ça, tous les sens. Ils veulent soigner l'humanité, mais en même temps, ils ne veulent pas que nous soyons de n'importe quelle manière. Ouais. Il veut le faire par petites touches. Oui, il est vraiment équilibré avec un rapport, parce que je pense qu'au fond de lui, ça, là je spécule, parce que ça, il n'est pas dit, il sait qu'il y a des conséquences d'utiliser ces champignons, mais qu'il veut être en mesure de l'avoir, de contrôler, de ne pas faire tout et n'importe quoi, parce que tout le reste des gens autour,
C'est bon, c'est littéralement les saluts mais pour la mort. Donc bon, qu'est-ce que ça peut avoir de mal avec ça? Ah bah oui. On se demande. Où sera la surprise? Bon, on l'a pas su. Encore une fois, c'est une série que je l'avais déjà dit sur des bières que j'ai pas tendance à chroniquer des séries qui ne sont pas finies. Celui-là, il paraît qu'il aura une deuxième saison. Par contre, là, en l'occurrence, ça finit sur un cliffhanger. Il y a des autres séries qui finissent, que si on suite ou pas. Bon, là, ça finit sur un cliffhanger. Si on reste là, ça serait dommage. Mais quand même, je trouve que c'est deux paris d'animation très différents. Et c'est ça qui me surprend et que je fais un peu les contrepoints. C'est que l'auteur qui a fait Scavenger Range avec une thématique est vraiment, au moins dans la situation actuelle, il a mis un coup de boost à l'animation. Il a vraiment un peu chamboulé quelques codes de la science-fiction dans les cinémas ou dans les séries d'animation actuelles. C'est pas qui révolutionne, mais il a vraiment une patte vraiment particulière. Ils ont fait une recherche vraiment très approfondie dans Scavenger Range, je parle là. Et ça, il est en quelque sorte contraposé sur Common Side Effects, où là, on a moins cet effet surprise, des natures qui explosent, science-fiction, des imaginations partout, sauf pour les côtés psychotropes, on va les dire un peu comme ça, parce que oui, quand même, il y a un peu ça. Mais hormis cette côté, c'est vraiment théâtre, c'est vraiment entreprises. En plus, ça passe dans l'époque actuelle au futur proche, on pourrait dire, mais vraiment, entreprise pharmacologique, l'ADA, donc les services antidrogue, anti-narco des États-Unis. C'est un contexte très théâtre, quoi. Hein. C'est juste qu'il y a des personnages qui, par ailleurs, les 12 agents d'antidrogue aussi, c'est ça aussi notre réussite, parce que je pense que tu vois, à chaque fois que je dis un personnage, à chaque fois, il est dépeint, c'est fabuleux, parce que, par exemple, les agents de l'ADA, notamment un des personnages, c'est une femme il est hyper efficace dans son taf, mais il a nonchalance personnifiée. Là, il s'en bat les steaks, mais vraiment, mais après, il est pro, hein. C'est-à-dire, il va suivre les pistes, il va arriver, ils sont des conversations de fou furieux avec son collègue, de parler de what the fuck total, quand il arrive, donc ça, c'est un talent d'écriture que je trouve, cette série. C'est pour plein de choses, certains dialogues. Pas tous. C'est pas une série qui est juste axée sur les dialogues. Ça, c'est la première. Mais il y a quand même, en gros, quelques touches qui arrivent là. Et tout ce mélange de ces éléments-là, ils sont vraiment un truc très réussi. Plus cette animation un peu pas non, courante, on va dire. Je vais essayer de trouver au moins les portraits des personnages, hein, pour les montrer. Parce que c'est au moins ça mérite. Voilà. Ça, oui. Ça, c'est les deux personnages principaux. D'accord, c'est vraiment... Il y a un peu... On touche un peu Ghibli sans Ghibli, tu sais, parce que c'est... Après, quand on voit, par exemple, les créatures qui apparaissent... Ah oui, bah oui, là, oui. Ah, du coup, oui. Voilà, ça c'est... Pour ceux qui verront la série, ils comprendront. Bon, c'est les créatures qu'on voit quand on mange les jolis champignons. Et tout ce mélange d'éléments, ils ont fait une série vraiment réussie. Et encore une fois, en revenant à Scavenger Range, c'est aussi dans la mesure, au même titre Scavenger Range, mais dans des autres registres, c'est la mesure que les éléments ils sont posés. Parce que Scavenger Range, c'est un équilibre entre
une science-fiction vraiment exaltée, d'une imagination qui part dans tous les sens, avec une nature folle d'un planète qui a été vraiment créé de toutes pièces. Il casse complètement beaucoup de codes. Là, on est vraiment sur des côtés, encore une fois, un peu Ghibli, mais là, cette fois-ci, c'est très sérieux, Oui. mais du côté imaginatif. Plus des histoires des personnages, des recherches, d'humanisation, parce que dans Scavenger Range, il y a un robot qui découvre son humanité, par exemple, entre autres. C'est une histoire chorale, en fait, Scavenger Range. Que là, dans ces cas-là, non, c'est vraiment, on suit ces deux personnages du début à la fin, quoi. Et tout, c'est mes aventures, parce que c'est même pas des aventures, c'est des mésaventures, les pauvres. Et ces dosages, je trouve que c'est étonnamment bien réussi dans les deux cas. C'est vraiment arriver à mettre les éléments que quelque chose qui pourrait rassembler dans les cas de Scavenger Range, c'est axé sur qu'est-ce que les jolis, beaux, etc. Mais après, ils sont jolis coquilles vides. Et ce n'est pas le cas, parce qu'ils rencontrent des choses. Et là, sur une animation dans un style beaucoup plus radical, beaucoup plus qui ne colle pas sur cette histoire réaliste, entre guillemets. Et pourtant, tous les dosages, la façon dont sont les personnages, cette façon de les rendre, je vais dire un peu what the fuck, mais pas que, mais sans arriver au too much. Pour ceux qui n'aiment pas l'anglicisme, là, ils viennent de faire un ABC. Ah là, il y a tout saigne, là. C'est par tous les pores. Bref. Je ne vais pas dire mon avis sur ça, je vais me retenir. C'est vraiment réussi. Donc pour moi, cette série, ça mérite carrément le détour. Je souhaite vraiment avoir une deuxième saison. Et si c'est le cas, ça mérite le détour. Pourquoi pas, peut-être un jeu de la chronique quand il sortira, parce qu'on n'a aucune nouvelle pour l'instant. On a sur ce drama des séries actuelles qui prend des années à avoir des saisons. Le moindre truc, les séries d'animation, entre deux saisons, s'ils n'avaient pas anticipé, il y en a pour minimum 3 ans. Là. Mais bon. Donc, en tout cas, je pense que ça mérite vraiment, vraiment, vraiment le détour. Hein. Moi, c'est une série que j'ai vraiment appréciée. Je suis presque incroyablement content de moi que je me souvienne de tant de détails parce que ça date de quelques mois. C'est que ça t'a marqué. Ouais, ça date de quelques mois et c'était un des chroniques. Je pense qu'on va parler comme ça, on s'en fout, on va passer 5 minutes. Parce que forcément, nous tous, les deux, on a toujours plein de choses à se dire. Donc, on note plein de choses qu'on n'a pas parlé parce que chroniquer 12 choses, on essaie d'avoir équilibre, de ne pas trop parler des films, de ne pas trop avoir des bouquins, etc. Donc, il y en a pas assez. Donc, il y a des choses qui restent tout le temps dans la besace. Donc, de temps en temps, comme cette fois-ci, entre 12 citations que j'avais, 3 ou 4. Ou 5, ou 15. Ouais, mais surtout, c'est que ces derniers mois, comme on a parlé, j'ai regardé tellement de films oui. que j'aurais pu faire, je pense que 4 chroniques d'affilée, 4 programmes d'affilée en chroniquant que des films. Que des films, Et bon, je ne voulais pas faire ça, donc j'ai sorti ça. Pour la prochaine fois, promis, je pense que j'aurai un jeu vidéo. Je pense que j'en parlerai finalement, j'en parlerai. Oui, ça vaut le coup. Ouais. Sur ce, aujourd'hui, on va faire un programme court, j'ai l'impression. Peut-être. Peut-être. À voir. À voir si on digresse un peu. Ouais, c'est ça. Ça peut, ou pas. Ça, voilà, on verra bien. Bon, voilà. Sur ce, j'espère que vous avez donné envie de chercher, de regarder cette série. Cherchez-la, ça mérite le détour. Amazon Prime, t'as dit Canal+. Je l'ai vu, mais est-ce que c'est disponible Amazon Prime France ou pas? Canal+, oui. Canal+, c'est français, donc bon, regardez. Sinon, tout autre moyen que vous pouvez vous procurer, faites-vous plaisir. Ben, sur ce, à moi? À toi. Allez, ben moi je vais commencer par le roman. On va parler d'un roman d'un style que j'ai jamais trop chroniqué au final. C'est un roman un peu plus intimiste que ce que j'ai l'habitude de chroniquer.
Et donc là, c'est la pentatonique du cœur de Marcus Malta. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un roman français sorti le 10 avril 2025 aux éditions Bûcher-Chasta dans la collection La Résonante. C'est un roman court qui fait à peu près 172 pages. Le genre, donc c'est marqué derrière, c'est une autobiographie fictive. Donc c'est plutôt une tranche de vie. C'est ainsi du moins que le qualifie l'éditeur. C'est écrit par donc Marcus Malta, dont le vrai nom est Martignani, failli écorcher, qui est un écrivain français ainsi que musicien. Il est né le 30 décembre 1967 à la Seine-sur-Mer, près de Toulon, dans le sud de la France. Il passe un bac L, puis obtient une licence d'études en cinématographie. Il devient responsable d'une salle de cinéma à la Seine-sur-Mer et à côté de son premier travail, il joue régulièrement du piano dans un groupe de jazz, d'où la pentatonique du cœur est tirée très certainement. Cependant, si le cinéma et la musique tiennent une place importante dans sa vie, c'est bien dans l'écriture qu'il s'épanouit, se nourrissant au passage de ses autres passions pour faire vivre ses récits. Son premier roman est un policier, un roman noir plutôt, dont le héros se nomme Mystère et qui est un musicien justement, qui dans le bouquin Les Doigts d'Horace, ça s'appelle, écrit en 1996, se retrouve embarqué malgré lui dans une enquête autour d'un de ses auditeurs qui aurait tué 3 personnes. Ces romans qui suivront s'inscriront également dans cette veine. Ce sera tour à tour des policiers, des thrillers et des romans noirs. Mais, vu que le virus de l'écriture est plus fort que tout, il écrira ensuite également des romans jeunesse, avant de s'attaquer à des romans plus, on va dire, traditionnels, intimistes. En 2016, d'ailleurs, il gagne le prix Femina, qui est un prix quand même relativement... qui a une belle aura maintenant, il s'est installé depuis quelques années, pour son roman Le Garçon, qui raconte l'histoire d'un garçon sauvage dans les années au début du XXe siècle. En fait, ça a l'air pas mal intéressant. C'est un auteur quand même qui est très prolixe, car depuis les années 90, puisqu'il a commencé son premier roman date de 1996, donc depuis le milieu des années 90, si on compte ses romans, ses recueils de nouvelles, ses nouvelles et ses romans de littérature jeunesse, on en est à peu près à 55 ouvrages rédigés, donc c'est quelqu'un quand même qui est relativement actif. Très actif même. Hein. Très actif, ouais, et qui a gagné 7 prix. Pour l'ensemble de son œuvre. 55 ouvrages quand même. Ouais. Bon après il y a beaucoup de nouvelles quand même donc les nouvelles c'est quand même beaucoup plus court que. Oui. Mais il faut les écrire, tu me diras. Oui. C'est quelqu'un visiblement c'est quelqu'un de très passionné par ce qu'il fait. Hein. Voilà. Tu regardes Non, pas du tout. Pas du tout, je me perds dans l'horizon. Laisse tomber. Mon cerveau, il a décollé. Ça marche. Non, je croyais qu'il y avait un problème avec absolument un micro. Pas. Non, je regardais même pas l'écran. Ah ouais, ça marche. Donc, je suis prévenu. Ces 2 derniers ouvrages sortis en 2025 sont Le Dernier Hiver, qui est un roman jeunesse dans lequel le héros est un bonhomme de neige qui parle un peu de l'histoire de l'humanité vis-à-vis de son point de vue à lui. Donc ça a l'air plutôt intéressant. Il s'appelle pas Olaf, non? Ouais, ça fait penser à ça. Je sais pas jusqu'à quel point ça s'inspire. Bon, après, non, forcément. je pense pas. Mais c'est pas si compliqué d'avoir un bon type. J'ai vu la couverture, elle est magnifique d'ailleurs, la couverture du bouquin. Et par contre, j'ai pas lu le livre encore. Et bien sûr, la pentatonique du cœur là que je vous chronique présentement. Donc, de quoi nous parle ce roman? Donc, je vais commencer par vous lire en fait la première phrase du roman parce qu'au final, elle résume pas mal le contenu du livre. Donc c'est Muddy Miles est venu au monde à l'âge de 13 ans et demi. C'était le 7 novembre 1980 à 4h de l'après-midi.
Et ça se passait sur le siège en faux velours bleu miteux de l'Éden, le dernier cinéma encore en exploitation dans notre ville. L'accouchement s'est déroulé dans la joie. Donc ce sont par ces mots que le narrateur débute son récit, c'est-à-dire par une épiphanie. Et quelle en est la cause, vous me direz? C'est tout simplement, et c'est ce qui m'a fait en partie lire le livre, c'est que le héros, le narrateur, est tombé en admiration devant le film qui est culte, pour moi en particulier, très certainement pour toute une génération, qui est les Blues Brothers, avec Dan Aykroyd et John Belushi. Les seuls uniques, parce qu'il n'existe pas des autres. Non, le 2 n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Ni en 3 non plus. J'étais même pas au courant du 3, tu vois. tellement j'ai pas voulu. Moi, quand j'ai vu déjà le titre Blues Brothers 2000 dans les années 2000, j'ai dit ça, c'est sûr, je vais pas le voir. Ouais, mais le dernier, c'est encore plus récent. Aussi. Ah oui? Attends. Peut-être pas, peut-être je confonds les mêmes, mais je vais les regarder pour acquis conscience. Vas-y. Mais je pense que c'est un 3 en total. Mais déjà, le 2 j'avais regardé vraiment le début et j'avais pas du tout accroché. Non, mais ça n'existe pas. On parle Voilà. pas de ce film. Il n'y a pas d'autre. Hein. Non, je suis d'accord avec toi. Et moi, pour la petite info, j'ai vécu un peu la même. Bon, j'ai pas eu la vie qu'a eu le narrateur après, mais ça a été un choc pour moi, ce film aussi, la première fois que je l'ai vu. Non, il y avait juste les 2000. C'est bon, Ouais. ça suffit comme merde. moi, je crois que quand je l'ai vu, ce film, je devais avoir une dizaine d'années. C'était le premier magnétoscope que j'ai eu. La première cassette qu'on nous a offert, c'était le film des Blues Brothers. Et alors, j'ai dû le regarder. Je m'en souviens très bien des films parce que moi, je ne l'ai pas regardé en VHS. Je regardais à la télé, ça passait à la télévision catalane. Ça devait être à Noël, il y a longtemps, parce que j'étais gamin et j'étais scotché du début à la fin. C'est pareil, je crois que j'ai regardé 12 fois, je le regardais tous les jours le film à un moment donné. Non, mais là, c'est le genre d'expérience qu'on peut connaître avec la génération analogique, que maintenant on ne sait plus. De découvrir un film à la télé que tu n'attendais pas parce que ça devait être à Noël. On est tombé au pif, que tu ne sais pas pourquoi il a donné ça, et tu restes devant la télé et tu dis. Tu sais, au fur et à mesure, tu décolles avec la télé parce que tu ne sais pas qu'est-ce que c'est ça, ni d'où elle sort, ni pourquoi. Hein. Et avec les canapés, je pense que j'étais avec mon frère, mais bon, les souvenirs de cette époque, parce que j'étais très jeune, hein. Je sais pas, c'est du 89. Ouais, le film, c'est tout début des années 80. Hein, oui, c'est pour ça, c'est début 80. Autant que dire comme ça. Et peut-être même qu'aux États-Unis, il est sorti avant les années 80. Ça devait être non, 80, pile poil 80. Ouais. Donc, moi j'avais 3 ans, donc quand ça passait à la télé contre quelques-uns, mais je pense que je devais avoir, quand je l'ai vu à la télé, peut-être 10 ans, mais à tout cracher. Hein. Ouais, on l'a vu. Mais vraiment à tout cracher. Et là, ça m'a valu, c'est bon. Il y avait des choses qui marquent pour un gamin, la course-poursuite de la fin. Oui, mais les musiques, les oui, chorégraphies... non, mais les musiques, ça s'appelle les Blues Brothers. Ça, il faut parler des bases. Les personnages de Dan Aykroyd et de John Belushi qui sont vraiment énormes. Enfin, l'humour un peu noir. Un peu beaucoup. Le fait qu'il y a la princesse Leia aussi. Parce qu'il y a plein de choses que c'est en les revoyant des années plus tard. Ok. Oui, c'est ça. Ça, je n'avais pas pigé. Quand tu as 10 ans, il y a certains trucs qui t'échappent. Oui, mais quand même, il y avait la course-poursuite. Il est en train de se faire tabasser pour un non. La course-poursuite dans le supermarché, elle est géniale aussi. Il y a tout qui va. Il y a tout qui fonctionne. Il y a tout qui va dedans, quoi. Oui, un film à voir d'ailleurs. Oui. Donc, je comprends que puisse avoir marqué parce que je n'ai rêvé de ce film. Hein, oui, tout à fait. Et donc, c'est le point de départ de ce roman qui va suivre les pérégrinations musicales de ce personnage iconoclaste, créé de toutes pièces par un enfant subjugué. De 7 mois, l'enfant du sud de la France va se sentir un bluesman américain, trouvant ses origines et inspirations auprès de son Mississippi natal.
Il va nous raconter comment les lunettes Ray-Ban noires, le chapeau noir et le complet noir sont devenus sa seconde peau. Comment le blues et la musique se sont immiscés au centre de sa vie alors qu'il ne s'y était jamais vraiment intéressé et que des tentatives antérieures lui avaient démontré qu'il n'en avait pas vraiment ni l'envie ni encore moins le talent. Qu'à cela ne tienne, Muddy Miles, envers et contre tout, fait du blues son credo. Il nous raconte au fil des pages son initiation autodidacte et maladroite. Mais il nous raconte également comment cela va impacter sa vie, ses amitiés, ses amours, ses fantasmes. Il nous raconte également un monde en mutation dont les quartiers populaires dans lesquels il vit vont être impactés de plein fouet. Puisque les années 80, c'est quand même en France un moment de crise économique. Il y a la fermeture des industries principales. La Seine-sur-Mer et Toulon, c'était des villes qui étaient très tributaires du commerce portuaire, qui était en déclin et qui étaient très tributaires également d'industries lourdes qui ont fermé, du style la métallurgie, les scieries, etc. Donc là, c'est un monde qui change dans l'insouciance de l'enfance, en fait. C'est une invitation également au rêve, à la nostalgie, à des rencontres de gueules comme on n'en fait plus, ou du moins comme on en fait moins. C'est une ode poétique à l'amitié et à la vie qui passe inexorablement. Moi, ce que je ne peux que vous proposer de venir suivre la vie et la mort entre guillemets de Muddy Miles, car tout un chacun grandit et parfois la vie décide que le chemin qu'on va suivre n'est pas celui qu'on croyait tracé initialement. Donc ça c'est pour vous pitcher un petit peu le bouquin. Marcus Malt nous livre ici un récit tendre d'une époque qui s'adresse pourtant à tout le monde. Il a rédigé une histoire qui de prime abord semble s'adresser à une génération bien particulière. Et bien évidemment, si on a vécu cette période et qu'en plus on a vu le film des Blues Brothers, mon Dieu, le livre est une vraie Madeleine de Proust. Quand il raconte son enfance, puisque l'auteur il doit avoir ton âge, je pense, il a quelques années de plus que moi. 10 ans plus que moi. Ouais, voilà, c'est ça, il a 20 ans. Mais quand il raconte sa jeunesse sur les plages de Méditerranée et tout ça, c'est les trucs que nous on a vécu. Toi du côté de Barcelone, moi du côté de Perpignan, on reconnaît les trucs. C'est la personnalité de Méditerranée. C'est ça que c'est curieux. On en discutait plein de fois. Comment c'est possible? C'est tout à fait possible, mais tout en ayant. Bon, sachant que quand on est né, on était au début de la mondialisation, que tout le monde y voit tout, mais on était juste là, quoi. Ça démarrait à peine. C'est vraiment dans des bouts de 2000 que vraiment on pourrait dire avec l'essor d'Internet, etc. Et là, partout, là, forcément, toutes les informations sont partout en même temps, au même moment. Oui, sûr. Mais là, on a grandi sur des moments, les côtés méditerranéens. Pour moi, ce n'est loin d'être un mythe, au contraire. On voit certaines façons de comportement qui se répétaient, pourtant avec 300-400 km de distance, quoi. Avec des particularités, parce qu'on fait toujours des généralités, mais c'est quand même des patrons que tu trouves d'un côté à l'autre. Il y a des traits communs, bien sûr. Et c'est marrant de voir la culture comment impacte, parce que on voit bien la différence. En France, on voit la différence entre Île-de-France et les zones des côtes. Je ne parle pas du Nord, etc., que je connais beaucoup moins. Mais en Espagne, clairement, c'est la différence qu'il peut y avoir entre Madrid et Barcelone. Oui, bien sûr. Tout en étant des jolies villes qui font parfois bon vivre, pas tout le temps. Mais au moins à visiter, ça vaut les détours, les deux villes, mais avec des personnalités complètement distantes. Et qu'on voit que cette côté, qu'on peut avoir tout parcours, que ce soit à Barcelone, et on peut descendre bien plus bas dans l'Espagne. Mais plus tu descends sur les climats plus ensoleillés toute l'année, ça commence à changer un peu. Mais quand tu montes vers, qu'est-ce que ce soit en passant par Perpignan, pour toute la côte, jusqu'à arriver à Marseille et au-delà, on voit plein de caractéristiques communes.
que lié à la mer, à la présence. En tout cas, je toujours dit, hein, je ne suis pas quelqu'un qui est tout le temps à la mer, je ne suis pas quelqu'un qui adore la plage, mais je ne supporterais pas vivre loin de la mer. Moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. Je suis revenu de suite revoir la mer. Ouais. Pas de suite, j'ai réussi 4 ans, mais c'est tout. Moi j'étais parti 1 an. Au bout d'un an, je suis revenu voir le Canigou et la Méditerranée. Ouais. Bon, moi, les Canigou, ouais, c'est joli, j'aime bien, mais ça ne me marque pas tant l'esprit que ça, mais la Méditerranée, quand même. Ah oui. L'effet, ça va, elle est là. Mais moi, je me souviens quand j'étais parti faire cette année en région parisienne, quand je suis rentré, après avoir eu un échec dans la vie, je suis rentré, je m'en souviendrai toujours, ce qui faisait un temps exceptionnel quand je suis rentré. Et c'est des fois le hasard, des gens auraient dit que c'était un signe presque, pas divin, mais de la nature. C'est que j'ai vu le Canigou, je te jure, le Canigou enneigé, je l'ai vu avant d'arriver à Béziers, de tellement le temps était clair. Ouais. Et je voyais une montagne au loin et je me disais, parce que d'habitude jamais on voit la montagne aussi loin, et je voyais une montagne enneigée au loin et je me disais, mais qu'est-ce que c'est cette montagne, je ne l'ai jamais vue. Et là je me suis rendu compte que c'était le Canigou. J'étais en train de rentrer après ce fameux échec. Ouais. Et petites larmes qui sont montées quand même de voir le Canigou, c'était fort pour moi. Côté patriote qui ressort. C'est ça, c'est les racines. Ouais. Bon voilà, et donc dans le côté Madeleine de Proust, il va parler un petit peu donc des plages, de comment les gens se comportent sur les plages méditerranéennes, et il va parler des vendeurs de chouchous, des vendeurs de beignets qui n'existent plus maintenant ou très peu sur les plages. Par contre à ça m'a choqué. Là j'avoue que par rapport, parce que ça, les vendeurs de chouchous et des beignets, ça n'existe pas. Ah non, il y en avait dans les années 80, il y en avait partout. Mais non, là, tu peux trouver les gars qui te vendaient de la bière partout, que ça, il y en avait, il continue à en avoir. Moi, il vendait des boissons et tout, hein. C'est-à-dire que le gars, il avait des glaciers, il avait les chouchous, il avait des beignets. Putain, moi, la première fois que je suis à la plage en France, un gars, j'ai entendu vendre des beignets, il dit, mais qu'est-ce que je vais foutre avec un beignet à la plage, quoi. C'est ça. Je vous comprendre, hein, maintenant je vais m'adapter, tout va bien dans le monde. C'est-à-dire, mais la première fois, pas un beignet, tu n'as pas des glaces. Je ne sais rien, quoi, une boisson fraîche, un beignet. Tu me diras qu'il est touchant encore, non? C'est presque, c'était presque ça. Oui, le soleil. Bref, c'est ça, anecdote. Oui. Il va parler aussi d'un truc que j'avais presque oublié, mais le fait de relire, ça m'a rappelé aussi la jeunesse, les consignes des bouteilles de verre. Il va parler aussi des 103. Toi, moins vécu ça, c'est vrai. Moi, 10 ans, ça peut être un peu. j'ai connu la fin, j'ai connu la fin de ça. Je m'en souviens quand j'étais petit, on avait encore les consignes. Il parle de la mobilette légendaire de tous les jeunes français de l'époque, le 103 SP Sport, et des jeunes apprentis mécanos qui tentent d'en faire dans leur garage des Formule 1. Il parle des freins, il parle des piliers de comptoir. Toutes ces histoires, tout le monde a entendu. Voilà. Si tu peux faire un trou là, tu gagnes. Bref. C'est ça. Moi, j'avais un copain, il avait réussi à monter à 135 avec le 103. Je sais pas comment il est pas mort. Ou qu'il a pas remonté le temps. Il est mort. Peut-être. Son âme était partie avant que la moto s'arrête. Parce que les roues étaient très fines quand même sur le 103 SP Sport. Il va l'arrêter, ça. C'est ça. Moi, je n'ai jamais fait des mobilettes. Pourtant, tout le monde autour de moi, il en avait, mais bref, allez. Voilà, et malgré tout ce que je viens de vous dire, ça reste quand même un livre accessible à tous, voire universel, car à travers Muddy Miles et par une écriture particulièrement tendre et drôle, Marcus Malte s'adresse à tous, vieux comme jeunes. Il nous fait vivre et revivre nos propres souvenirs, nos propres aspirations. On s'attache très facilement à ses personnages et à son style.
Et pour ça, je vais vous lire quand même un petit extrait pour que vous voyez un petit peu comment il écrit. Parce qu'il a une écriture très taquine. Et par ailleurs, juste avant que tu... Ouais, ouais. Ça m'a fait curieux que les chapitres, ils s'appellent pistes. Ouais, parce qu'en fait, les chapitres suivent la bande originale des Blues Brothers. C'est-à-dire que les chansons, c'est dans l'ordre en plus. Okay. C'est dans l'ordre de... C'est un vrai hommage de voilà, Fotancomble, en fait. Et chaque fin de chapitre, il y a une anecdote sur la chanson du chapitre, en fait. Donc ça va être une anecdote soit rigolote, soit un truc par rapport à la production, par rapport au chanteur. Mais il y a toujours une anecdote sur les chansons du film des Blues Brothers. Et c'est vraiment, ça aussi, c'est captivant. Marrant. C'est passionnant. Et donc l'extrait que je vais vous lire, c'est un extrait où Muddy Miles parle de sa première tentative d'expérience musicale. Et donc il explique que ce n'était pas ma première expérience musicale. Je venais à peine de souffler mes 7 bougies quand ma chère maman, déjà elle, m'avait contraint et forcé à démarrer l'apprentissage du piano. Je détestais ça. Le piano, c'était un truc pour les filles. Et qui plus est, pour les filles laides. Donc voilà, il y a des a priori, mais vous inquiétez pas, c'est toujours avec bienveillance. Celle avec des couettes, celle avec des couettes et des lunettes à double feuille. Ils fonctionnent pas trop ensemble. Non mais vraiment, en vrai c'est... Oui, non mais c'est la méchanceté d'un gamin de 7 ans en fait. Je comprends tout à fait. Malgré mes vives protestations et malgré la modicité de nos finances, on m'avait inscrit à des cours particuliers avec une mademoiselle Barin, jeune vierge de 60 ans, d'origine alsacienne, replète et verruqueuse, dont la plus grande qualité n'était pas tant la virtuosité que la patience. Et avec moi, il lui en fallait. Bon voilà, c'était pour vous donner un petit extrait d'un moment un peu taquin. Un peu, ouais, bon. Oui, c'est un peu... En vrai, c'est un peu à l'esprit Blues Brothers. C'est ça, ouais. C'est ça. Voilà, le personnage de Muddy Miles, il passe de moments taquins comme ça, où limite, il y a des moments où il va s'adresser au lecteur directement, à des moments où il va raconter un passage très émouvant de sa vie ou d'une amitié avec... il parle par exemple comment... quand il a découvert le blues et qu'il s'est passionné de ça, comment il s'est, malgré lui, écarté de ses amis d'enfance de toujours, qui eux étaient plutôt Team 103 SP Sport et qui ne comprenaient pas vraiment son délire de blues en fait. Et il n'en parle pas du tout avec méchanceté ou... comment dire ? Oui. Il le regrette pas, quoi. Il dit c'est la vie. Il dit qu'il les aime plus que tout. Ses 3 amis qu'il a vus de moins en moins. Et que de temps en temps, au fil de la vie, puisqu'on bascule pas mal dans le temps, puisque le narrateur parle de nos jours en fait. Donc des fois, il parle de ce qui se passe en ce moment. Après, il revient dans le passé. Et on recroise certains personnages dans le présent. On voit un peu ce qu'ils sont devenus. Bref, il alterne bien les moments de rire ou de taquinerie avec les moments où limite on a des fois un peu la larme à l'œil parce que c'est un peu émouvant, quoi. Voilà, et pour vous donner mon avis, ce livre m'est tombé dessus un peu par hasard au détour d'une vidéo YouTube d'un youtubeur qui s'appelle La Nuit sera livre. Je l'écoutais parler de plusieurs de ses dernières lectures d'une oreille un peu distraite puisque j'étais en train de faire autre chose. Et j'ai entendu parler, mon oreille a été attirée déjà par le titre. Donc la pentatonique du cœur, c'est quand même assez original comme titre. Par l'évocation des Blues Brothers, qui est un de mes films préférés, forcément, et par le fait que cette histoire n'est absolument pas une success story, puisque comme je vous l'ai dit, le Muddy Miles est un... comme il le dit lui-même, c'est un musicien, sinon mauvais, au moins médiocre, quoi. C'est pas quelqu'un qui va percer, mais qui croit dur comme fer à son rêve, et je trouve ça magnifique.
Sa lecture a été pour moi une vraie bouffée d'air frais. Et la compagnie de Mehdi, bien que de courte durée, puisque le livre ne fait que 172 pages, fut pour moi quand même assez Dans jubilatoire. 172, il y a avec Oui, et c'est écrit gros en plus, hein, Ouais. donc en vrai c'est moins ça. Ouais. Là, le livre d'ailleurs va sortir dans pas longtemps en poche, parce que le prix de l'édition brochée, je trouve que c'est Ah même, oui, même si c'est de ça picote qualité, un peu. c'est abusé un peu le prix. Bon, Mm. moi je l'ai trouvé d'occasion, je crois que je l'ai payé 5 euros. Mais si vous l'achetez neuf, c'est 20 euros. C'est quand même si l'édition est belle, je pense pas que ça Ouais, mais justifie. c'est couverture souple quand voilà. même. Je pense pas que ça justifie 19 le balles, prix. putain. Ouais, On est plus proche d'une édition C'est ça. des poches que. c'est ça. En plus, c'est pas un vrai brochet, c'est plus petit qu'un brochet, c'est entre le brochet et le Ouais. poche. Mais là, c'est Pocket Edition, je crois donc ça devrait être au nombre de pages, le prix devrait se situer entre 5 et 7 euros, je pense. Oui. 9. Voilà, donc vous pouvez attendre le poche sort bientôt en fait. Donc oui, je vous disais que la lecture fut pour moi vraiment jubilatoire. Son amitié avec Cécile et son amour pour la musique m'ont ramené à des années en arrière dans une maison de Canet-en-Roussillon où moi-même je découvrais une amitié très forte et était en même temps initié à toutes sortes de styles musicaux. Et comme aime à le répéter le narrateur, il n'y a pas de hasard. Donc l'histoire a fait fortement écho pour moi. Je vous invite vous aussi donc à découvrir ce livre qui peut être bouleversant et qui sans nul doute fait du bien puisqu'il nous montre une facette sympathique quand même de l'humanité. C'est un récit intimiste et intelligent qui, en plus de donner envie de voir ou de revoir un bon film, de réécouter sa BO et de découvrir ou de redécouvrir plein de titres et d'artistes mythiques, entraîne vraiment notre âme en fait. Et moi ce que je vous dirais à la fin de la lecture, vous pourrez faire chauffer Spotify et vous ne serez pas déçus. Ah ouais, ben d'un coup j'ai envie de voir Blues Brothers. Ouais. Ouais. Moi, je me suis rematé après quand j'ai fini de lire. Ouais, ça donne un Et, peu envie. Et en plus, j'ai l'impression pour ça que tu racontes que hormis d'expliquer l'histoire complète, c'est vraiment, il y a un hommage à Blues Brothers en tant qu'en forme, en profondeur, en anecdote, en humour. Je pense qu'il doit y avoir. Il y aura à quoi analyser plus profondément. Oui. Après du film en lui-même, il en parle un peu. Il parle plus des musiques en fait qui Oui, sont, non, parce mais que c'est son côté d'après musicien. entre les structures, les musiques, Oui. les petites touches d'humour noir, même si c'est des touches, aussi Oui. juste des petits paragraphes, cette vision émouvante, parce que mine de rien, les films aussi ils passent sur des moments comme ça, des fois. Donc, non, bon, c'est curieux. Je regarderai ça du coin de l'œil s'il sort en. Comme tu dis, en poche. Oui, non, Voilà. parce que la version, ou alors vraiment il faut le trouver 19, d'occasion. ouais, c'est Et, abusé, et le truc, c'est que moi, j'ai eu vraiment de la chance parce que même les occasions jusqu'à maintenant, ça dépassait allègrement les 10 euros. Et moi, je suis tombé sur un jour où il y avait quelqu'un qui le vendait à 5 euros et j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Parce que là, j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Je crois que actuellement, le moins cher que j'ai trouvé, il était à une dizaine d'euros. Donc, Ok. peut-être que c'est plus intéressant d'attendre le poche. Voilà. Ok. Bon, ben, à moi. À toi. Deuxième. Allez, ben écoute, je vais prendre quand même mes petits trucs pour dire quelques noms, pour pas se rater. Je vais parler d'un film que je regardais il y a pas longtemps. En fait, je l'avais regardé avant de la dernière chronique qu'on avait fait. Par ailleurs, j'avais cité longuement à chroniquer ce film à la place D'accord. de qu'on avait parlé, mais bon, finalement, je l'ai laissé pour cette fois-ci. Je sais que j'ai beaucoup apprécié cette firme. Donc, je vais parler des Perfect Days. C'est un film, ça, j'ai découvert sur l'état, on va dire comme ça. Juste avant d'arriver sur le siège. C'est exactement ça. C'est un film germano-japonais. Avec Parce un que titre bon, anglais. C'est fou. Oui, après, est-ce que c'est les titres anglais des bases?
Mais bon, il y a du sens hein, après les titres par rapport aux films. Et que j'ai découvert encore en savant sous peu, en plus, je ne le savais pas du tout, donc on ne va pas se mentir, que c'est un film du réalisateur Wim Wenders, que c'est le réalisateur entre tout un tas d'autres films de Paris, Texas. Ouais. C'est un film que je n'ai pas encore parlé ici, mais que j'affectionne spécialement. En tant que, comme il est filmé, des tons qu'il racontait dedans. Et que c'est un film qui est bien plus dur qu'il peut sembler en première approche, parce qu'il est très dur, même très 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 dur. Et la façon qu'il fait accrocher son personnage pour après voir qu'est-ce qu'il a de mal à lui. Bref, ça je vous laisse voir à Paris, Texas. Peut-être un jour j'en parlerai, je ne sais rien, ou peut-être pas. Mais parlons aujourd'hui des Perfect Days. Donc, je suis tombé complètement amoureux de ce film une fois l'avoir regardé. Et que pour moi, en parlant clair, pour moi c'était un film japonais. Parce que je n'ai pas fait gaffe au titre. En plus, c'est vraiment tous les crédits il étaient en japonais, hein, donc en l'occurrence. Et Perfect Days, de quoi nous parle? Perfect Days, c'est un film encore un peu comme des trucs qu'on aime bien, tranche de vie. Mais là, c'est littéralement tranche de vie. Ouais, ça c'est excellent. On suit les personnages principaux, que je vais pas dire les noms, histoire de ne pas les écorcher. De Iramaya. D'accord. Que c'est un gars d'une cinquantaine d'années qu'il est littéralement nettoyeur des toilettes. Mais il vit tous ses jours avec passion. Une passion calme, une passion... il donne le mieux de lui à chaque moment, partout. Un gars c'est-à-dire, on pourrait les codifier de plein de choses. Hein. On pourrait dire qu'un certain trait autistique sans aucun doute pour être très carré parce que sa vie, il est très codifié par moment. Il se réveille, il fait le lit, il arrange les affaires, toujours à même heure, laisse toujours les affaires au même endroit. Il y a les mêmes jours parce que tout suit jour par jour qu'est-ce qu'il fait. Donc, il s'habille, il part en voiture, il fait son parcours des toilettes. Il a tout un fourgon, un mini fourgon. Il faut penser à la japonaise, quoi. C'est tout très petit. Même son logement, c'est une maison, mais sur 2 ou 3 étages. Mais ça doit faire 2 mètres de long, quoi. C'est super étroit, quoi. Il n'y a pas l'espace pour une salle de bain. Ils sont en toilette et basta. Il va faire vraiment son toilettage, il va ailleurs. D'accord. Parce que tous les bois. Mais il est minutieux, il est détailliste, il va aux toilettes, il fait tout, il y a un produit pour chaque truc, tout, il est super codifié, il donne le mieux de lui, il est super respectueux des codes, au-delà déjà de qu'on parle en film japonais, donc les codes, on connaît, les codes sociaux c'est quelque chose, mais la façon qu'il doit rentrer, sortir quand il y a quelqu'un, et en plus de tout ça, il est quelqu'un des biens, encore une fois, parce qu'il est un gars qui travaille avec lui, c'est un jeune chaotique, qui arrive en retard, qui est en train de penser tout le temps à sa copine, ou comment draguer quelqu'un d'autre, il est tout le temps en train de lui demander des services, parce que lui, les personnages principaux, ils ne parlent pas. C'est pas qu'il est muet, c'est pas du tout ça, mais il ne parle pas. Je pense que dans les films, il dit 3 phrases, je pense, en quelques moments. Mais tous les gens, ils parlent à sa place, tout le temps. Donc, il y a cette compagnon qu'il a, cette collègue des boulots, qui est forcément lui, qu'est-ce qu'il aime travailler là-bas. Il est tout le temps en train de les mettre, parce que lui, il faut que le travail soit fait, qu'il soit seul ou pas, peu importe. Le travail doit être fait. Donc, après, tout ça, de cette manière,
Bon, là, tu commences à m'éparpiller. Hop, revenons. Donc, je parlais de son collègue, donc c'est un agent chaotique. En même temps, lui, tout s'habille, qu'il est hyper codifié, comme je disais. Il va au même restaurant à manger les soirs. Il va un jour sur deux faire son toilette au Sonsen, en japonais, vraiment très codifié, avec les mêmes personnes qu'il y a tout le temps là. Tous très jeunes, tous très 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 jeunes par ailleurs. Et sa vie commence à changer à un moment qu'il arrive à sa nièce. Il débarque à sa nièce chez lui d'un coup, comme ça, sans savoir pas trop pourquoi, parce que tout sait rien de cette personne. Tout ne sait strictement rien. Tu les vois juste, les films, c'est un film très silencieux, même les musiques, ils sont très, moi, j'aime bien ce genre de très, truc, très douces. Mais l'acteur, je trouve qu'il y a une sorte de magie, parce que vraiment, je te dis, hein, il ne parle pas, mais c'est juste la façon qu'il répète ses gestes, les regards, les petits sourires juste avec la tête, les petits codes qu'il a, cette façon d'essayer d'être heureux avec ça qu'il a, en quelque sorte, ça lui suffit. Plus avance dans les films, parce qu'il y a quelque chose, même si c'est une tranche de vie, c'est des moments quand même importants que tu découvres de lui. Et tu découvres des choses comme que peut-être il n'avait pas du tout besoin de faire ça qu'il fait, par exemple. Mais vraiment, je pense que c'est un film qu'en soi, à travers cette personnage, il parle de la bonté. C'est de la bonté humaine presque pure en quelque sorte, même si ça existe ça, si ça pourrait exister, parce que c'est un personnage simple, heureux, et que dans les rencontres qu'il fait, qui sont presque absurdes, parce que tous ils sont dans cette dynamique, il y a plein de scènes, il y a une scène que j'apprécie beaucoup, qui se répète, parce que forcément, comme lui il répète des cycles, il y a des scènes qui se répètent. Oui. Et il y a à un moment donné une scène où il va toujours à manger son sandwich à un parc. Il y a toujours aussi une autre femme, en fin de travail, qui va prendre son déjeuner là-bas aussi. Et comme ils se croisent, pas du tout dans le sens drague, hein, c'est juste des personnes qui te rencontrent dans la vie. Comme ils se croisent, à un moment qu'il est avec sa nièce, et donc d'un coup, presque tu vois les regards de surprise. Et pourtant, ils ne sont pas parlé de tout le long, quoi. Chacun, il mange dans son coin, mais il dit, qu'est-ce qu'il fait avec une fille, là? Tout ça, ça te donne vraiment, c'est un film que quand tu as fini de le voir, tu as envie de prendre un peu son exemple, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est facile de dire ça, parce que la vie, il n'est pas toujours raconté comme ça. Mais ce personnage, en fait, il a cherché à le faire simple. Il va acheter chaque fois des bouquins parce qu'il lit beaucoup. Il est quelqu'un de cultivé. En plus, c'est pas du tout. Il ne faut pas penser à l'ouvrier des bases. Non, c'est quelqu'un qui va chaque semaine, qui lit, il achète 4 ou 5 bouquins. Et en plus, il parle des titres pendant les films. Tu vois que ce n'est pas des bouquins. Il n'est pas en train d'acheter la nouvelle rose. C'est pas qui, quoi. Il achète des. Je ne sais pas si même à un moment donné, il parle des Camus, mais peut-être je me trompe, mais en tout cas il parle des auteurs importants, quoi. Et donc c'est quelqu'un cultivé et qu'il a décidé d'avoir une envie simple, un peu dans ses côtés zen, mais sans les côtés religieux. Vraiment, c'est trouver être heureux avec ce qu'il a, les petites choses de ces jours, même avec cette rencontre que tu vois qu'il est un peu mal à l'aise, par exemple, quand arrive la nièce, parce que, allez, ses codes, ils sont coupés, maintenant il faut se réadapter. Lui, qui a l'habitude de dormir dans son lit, à sa place, bon, dans son lit, dans son tatami, ma chère, là, il faut changer de place. Mais en même temps, quand il va récupérer ses affaires qui sont toujours au même endroit, à la même place, il va faire vachement attention pour ne pas les réveiller. La nièce, il prend un peu ces contagions de vouloir venir avec lui à découvrir sa vie simple. Et pourquoi il est comme ça tous les jours, même s'il y a des dialogues un peu comme ça, pourquoi lui il parle pas beaucoup. En plus, des autres détails que j'oublie, à la maison il est
plein de petites plantes, mais que chaque matin, d'ailleurs, ça c'est les traumas de quand il arrive la nièce, parce que en fait, lui, il a tous ces plantes qui sont dans une pièce à côté, là il dort. Ben, et en fait, quand il vient, il ne peut pas dormir parce que c'est des étages très courts. Il dort en bas. Si tu veux, il doit monter en faisant attention parce qu'il ne peut pas partir sans arroser ses plantes, quoi. Tous les jours, il prend son spray, pop, 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 toutes ses plantes, une par une. C'est comme il n'allait pas faire ça. Et tout ça, il démarre, bon, forcément avec la nièce et des rencontres avec de la famille, pour des raisons. Tout découvre des moments, c'est des moments plutôt tristes, mais que tu arrives à comprendre parce que c'est un film, il n'explique pas beaucoup en soi. Tu comprends parce que tu lis entre les lignes, tu vois qu'est-ce qu'il pourrait être, ou ses origines, ou pourquoi il est là, ou pourquoi il y a plein de choses, les rapports avec sa famille, ou avec sa sœur, pour être précis. Mais sans trop en dire, tu sais, plus des autres personnages qui s'apparaissent et qui prennent avec l'autre employé qui est avec lui, que c'est chaotique, mais qu'en même temps il y a quelques appréciations, mais que presque la petite amie de ce gars, il apprécie plus à lui avec sa vie, bon, parce que lui il a aussi les cassettes, il écoute beaucoup de musique, il a toujours des cassettes, pas autres, des cassettes, hein. Il y a avec très précis, d'ailleurs la bande son par rapport à ça c'est très parce qu'il est des musiques américaines à fond, beaucoup. Il n'y a pas des blues, j'arrive en blues, il est très varié. J'avais apprécié la musique, pas du tout japonaise par ailleurs. Mais je pense que c'est volontaire, c'est pas jouer avec les codes, c'est vraiment par rapport comme il est cultivé, par rapport à montrer un peu l'éducation du personnage. Et tout ça m'a fait passer sur un film qui est vraiment, comme tu dis, un film à tranche de vie, même si c'est une tranche de vie quand même importante, mais que ce soit les débuts, il finit comme il commence, les films. Hein, c'est pas la vie, il n'est pas chamboulé pour lui, je veux dire. Mais tout attache à ce personnage, avec ses petits gestes, ses petits amis, tout attache à tous ceux qui passent autour de lui. Tu as envie que ça passe bien pour lui, et même tu as de la peine pour lui quand il suit ses codes, ses rythmes, et d'un coup il se casse parce que les autres ils ne sont pas comme lui, ils ne les comprennent pas, parce que malgré les mondes tournent malgré lui, parce qu'il était très heureux comme il est. Et des fois, je ne sais pas si je suis d'accord à vivre une vie comme ça, si monacale à vie, mais on a tous un peu besoin des fois de cette espèce de boule. Cette vraiment bonté profonde qu'il a derrière les personnages, de vouloir aimer. Cette film, en plus, j'avais arrivé pour pur hasard, parce que j'avais juste écouté une phrase, je ne sais pas si j'avais lu ou écouté sur une vidéo, mais juste comme ça, par hasard, si vous voulez croire pour récupérer la foi à l'humanité, regardez ce film. C'est tout ce que j'avais entendu. Et vraiment, je suis assez d'accord. C'est d'accord parce que tu finis les films avec un état de vouloir être avec lui, de vouloir l'accompagner, d'être heureux avec lui. C'est vraiment un bon moment que j'ai passé, très souvent très bien fait, très humble dans toutes ces démarches parce que toutes les réalisations, il accompagne cette façon de faire de lui, les silences, les plans, beaucoup de plans fixes. La caméra ne bouge pas beaucoup, quoi. C'est beaucoup de plans fixes, beaucoup de temps d'attente, beaucoup de rares. Et de ces faits, je ne peux pas dire autre que vous acconseiller cette film. Parce que je ne sais pas si c'est un film parfait. Pour moi, en quelque sorte, oui. Parce que c'est un film qui
prétend ça qu'il est, qu'il ne cherche pas plus loin, qu'il vous te montrer ça. Que d'ailleurs, quand j'ai découvert tout à l'heure que c'était le réalisateur de Paris, Texas, je comprends plus des choses. Parce que Paris, Texas, il n'est pas trop loin de ça non plus, en soi. Par rapport à la façon de voir, même si Paris, Texas, c'est quand même un moment très précis de la vie d'un homme, il y a un drama bien plus spectaculaire. Là cet homme-là, les dramas, je ne sais pas si, au moins pendant les films, sont malgré lui. Mais toi, en tant que. Tu peux lire entre lignes qu'avant ça, il a dû en chier sa mère. Je passais un moment heureux. Je ne sais pas comment le dire. J'étais à un moment paisible. Regardant ça, j'étais à un moment d'accompagner comme qui écoute l'histoire d'un ami qu'il est en train de te rencontrer. De façon détendue, y passer une journée avec lui, bon, dans ces cas-là, 1h30 ou 1h3 que ça doit faire le film, c'est pas super long. Et j'ai vraiment apprécié la démarche. Donc, si vous avez envie de passer un petit moment tranquille, ben voilà, n'hésitez pas. Allez, impeccable, ouais. Là, je viens de regarder sur Amazon, il n'y a que la version allemande pour l'instant du DVD. Je ne pense pas que ce soit encore sorti en France. C'est étonnant parce que le film date de 2023. Donc, je pense que je l'avais vu passer en BO. Ouais. Non, mais moi, je veux pas doubler. VO sous-titré français, ça m'irait très bien. Mais VO sous-titré allemand, je dois t'avouer que je vais avoir du mal. Oui, non. Là, quand même pas. Je vais avoir un peu de mal, là. Ouais. Ah non, quand même, je viens de te connerie. Regarde, pour moi, ça fait 123 minutes, donc 12 heures. Ouais. Hein? Ouais, mais c'est... Mais ça m'a pas gêné du tout. Ouais, ça, c'est le genre de film où même ça durerait 3 heures, ça passerait. Ouais, absolument. J'ai vraiment apprécié la démarche, quoi. À toi. Allez, à moi. Donc là, deuxième ouvrage. Cette fois-ci, on m'a parlé d'une BD. Une BD de science-fiction qui s'appelle Neuf. J'essaie de vous montrer un petit peu l'ensemble de la couverture. Donc Neuf de Philippe... alors là, je vais mal prononcer, c'est sûr. Philippe Pelaez et de Gwenaël Grabowski. Donc, Neuf, c'est une BD française de science-fiction sortie le 31 mai 2024 aux éditions d'Argo et qui compte 88 pages. Au dessin, on trouve Gwenaël Grabowski qui est né en 1987 et qui lui aussi, un peu comme Marcus Malt, a fait un bac L avant de se diriger vers une école de dessin, celle de Pivot, elle s'appelle, à Nantes. Son professeur, Timothée Montaigne, le prendra sous son aile. Son enseignement ira au-delà des heures de cours prévues par l'école. Tant et si bien qu'il lui proposera de participer à un projet de BD qui ne verra malheureusement jamais le jour en raison de la faillite de l'éditeur qui les avait mandatés pour le travail. Plus tard, Mathieu Mariol, qui fait partie de son jury de fin d'études, lui propose de dessiner Nautilus, son premier album solo, qui est une série de 3 tomes. Et depuis, il vit de son crayon, comme on dit. Pour l'instant, il n'a dessiné que les 3 fameux tomes de Nautilus entre 2021 et 2023. Et en 2024, il a dessiné 9, donc la BD dont on parle. Sa prochaine BD sort cette année, dans les mois qui viennent, ou dans les semaines qui viennent pour être plus précis. Et toujours en compagnie du scénariste de 9. Et son titre, c'est Personne. Au scénario, on a Philippe Pelaez, qui est né en 1970, lui, et rien ne le destinait au début à écrire des scénarios de BD, puisqu'il suit des études à l'origine de médecine et de biologie avant de se tourner vers les langues. Donc déjà, on a un parcours d'études assez éclectique. Il parviendra à être agrégé en anglais et devient prof agrégé d'anglais. Il commence à enseigner dans le Doubs avant que l'appel du grand large ne le prenne. Il continue sa carrière en Polynésie française sur l'atoll des Tuamotu, avant de se fixer durablement à La Réunion.
C'est un grand amateur de BD et c'est néanmoins par hasard qu'il se trouve propulsé scénariste. Il fait ses armes auprès d'une maison d'édition locale de La Réunion, donc, qui s'appelle Des Bulles dans l'océan, puis tente une aventure de financement participatif. Après avoir fait ses armes là, sur ses premiers scénarios, il est très rapidement repéré par Casterman, qui est une maison d'édition française énorme en termes de BD. Et depuis 2019, ses scénarios s'arrachent chez différents éditeurs et sa boulimie créatrice le rend depuis lors quasi inarrêtable. Puisque entre 2016 et 2026, donc là on est sur un bon ratio, hein. Entre 2016 et 2026, il a participé pas moins à 40 projets, que ce soit série ou one-shot. 40 projets? Ouais, 40 projets et pas que des one-shots, c'est-à-dire qu'il a participé à des séries où il y a plusieurs tomes et tout. Enfin, quand je dis qu'il est inarrêtable, c'est le mot n'est pas du tout galvaudé en fait. Donc, que nous raconte cette BD? Nous suivons l'astronaute Johnny C. Hubble, qui est le digne héritier de son père, mort en mission spatiale alors qu'il n'avait que 9 ans. Johnny a malgré tout suivi les traces de son paternel afin de le retrouver dans l'espace, selon ses dires. Faisant partie des meilleurs des meilleurs, il intègre une mission de grande envergure visant à se poser sur la planète 9. Qui est une planète fantôme mythique qui depuis des années apparaît dans les calculs des chercheurs, mais se dérobe systématiquement aux appareils pourtant perfectionnés d'observation de la planète Terre. L'humanité a déjà conquis, on le sait dans le livre, la Lune, Mars, Europe et Titan, sur lequel ils sont au début de la BD, ils sont en train de construire une base. 9 est la dernière étape aux confins du système solaire avant de viser plus loin et de se libérer du carcan du système solaire. Alors qu'il est sur le point de rentrer dans l'atmosphère de 9, le vaisseau de Johnny devient incontrôlable et prend feu. Et alors qu'il pense mourir, il reprend connaissance au volant de sa voiture aux côtés de sa petite amie de l'époque, Astrid. Cette scène, il l'a vécue 20 ans plus tôt. Il avait eu un grave accident qui avait coûté la vie d'Astrid. Il réussit cette fois à éviter le camion. Johnny comprend alors qu'il va revivre les 20 dernières années de sa vie avec un avantage non négligeable, il se souvient de tout. Il se lance alors dans une quête de réponses qui vont le conduire à sauver peut-être d'autres vies. Et on pourra, tout en se posant la question, parviendra-t-il pour autant à percer le mystère, ce mystère qui le hante, qui lui a permis de revivre. Donc cette BD, moi, m'a beaucoup plu parce qu'elle a une écriture efficace et elle est en plus portée par des dessins quand même magnifiques. La force de cette BD est clairement son écriture avant tout, hein. Pelaez parvient en 88 pages à nous faire vivre une épopée passionnante. C'est d'ailleurs, on en a parlé en off, parce que juste avant j'avais lu une autre BD qui est pas inintéressante du tout, hein, elle est très bien, qui s'appelle Le Village de Franck Tilliez, et qui en 164 pages n'a pas réussi à m'accrocher comme le peu de pages de cette BD a réussi à le faire. Son histoire est ciselée, dynamique, faite de flashbacks et de flash-forward, puisqu'on parle quand même de voyage dans le temps. Les personnages sont crédibles, c'est dynamique, on est ballotté au gré des époques et des différents lieux, que ce soit une bourgade des États-Unis ou une station spatiale ou encore Titan. On est très très rapidement dépaysé à la lecture de cette bande dessinée. Pelaez revendique des inspirations cinématographiques très marquantes, telles que, du moins pour moi, là encore je parle à mon nom, telles que Interstellar de Nolan, Seul sur Mars ou encore Ad Astra dont on avait parlé au tout début. Je crois que c'est la première. C'est un des premiers. C'est le premier épisode, je suis sûr. Ah, peut-être. C'est le tout premier épisode où j'avais parlé de Ad Astra de manière très maladroite. Wow. Son univers semble toutefois moins cynique ou dépressif que Interstellar ou Ad Astra. L'humanité semble, en tout cas dans la BD, avancer plutôt positivement dans cette conquête spatiale. Il y a
un peu moins, du moins c'est moins évoqué. Il y a un peu moins le côté capitaliste cynique de l'exploration. En fait, c'est vraiment. Ouais. Là, on parle d'un astronaute passionné qui est entouré de scientifiques passionnés qui vivent leur projet en fait. Il ne réinvente pas pour autant le style science-fiction voyage temporel. Hein. J'ai vu des gens d'ailleurs se plaindre du manque de cohérence scientifique de l'histoire. Dois-je vraiment faire un commentaire là-dessus, hein, puisqu'il s'agit de science-fiction et non pas d'un article de journal qui relate des faits réels. Il y a des gens qui se critiquent. Après, ça dépend. C'est-à-dire, quand les gens ils critiquent en quelque sorte, sorte, par exemple, Interstellar, que depuis le début, il était vendu comme un réaliste. Oui, il y a un côté magique quand même dans Interstellar. Oui, non, mais même les choses qui essaient de passer pour scientifiques, Oui. Après, moi, personnellement, particulièrement, je le fais très souvent. Des fois, on s'inspire des faits scientifiques pour écrire une histoire de fiction. Oui, bien sûr. Ou tout ce qui se passe, c'est des fictions. Exactement. À les moments qui s'est revendiqué comme un tel, je ne vois pas. Le problème, exactement. C'est... Surtout que là, c'est une BD en plus, je veux dire. Mais parce que j'ai lu quelques critiques. Et il y en a un, mais il est parti dans un délire où il explique que les calculs qui sont expliqués dans la BD, ils sont faux parce qu'ils n'ont pas pris les bons théorèmes. Et tu lui dis, mais c'est une bande dessinée, mec. Mais déjà, je ne connais pas, donc pour moi, ça fonctionne. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a un phénomène. À moi, ça m'arrive, des fois. C'est con, ça, mais... certains détails très cons dans des films qui pourraient passer à l'as pour la plupart des gens. Exactement. Que si tout est du secteur que tu connais, et des fois, tu te dis, mais ça marche pas comme ça. C'est ça. Ça te fait le même bruit que la fourchette sur l'assiette. Donc ça, je peux comprendre. Ça me rappelle hier, justement, pas plus long que ça, je suis en train de regarder Fargo. Je n'avais pas regardé. À la fin de la deuxième saison, mais là, à l'occurrence, c'est très bien expliqué. Donc, à la fin de la dernière saison, il y a deux protagonistes qui sont enfermés dans une chambre froide. D'accord ? Et à un moment donné, dans la chambre froide, il commence à rentrer de la fumée, comme si un des méchants, il aurait fait un feu pour une grille, il commençait à rentrer. Tu sais, quand je commence à regarder les scènes, c'est une chambre froide, il est hermétique. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, après, heureusement, il t'explique que c'est un rêve de la fille qui est dedans. D'accord. Donc, parce qu'il associe un film. Donc, d'un coup, non, ça n'a pas passé. Mais au moment juste de la scène, je me suis dit, non, mais ils ne sont pas en train de faire ça, c'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Il y a des trucs... Oui, mais ma femme c'est pareil, ma femme elle est infirmière. Et je me souviens, à une époque où on regardait Dr House, il y avait certains trucs, ça passait pas. Elle disait, mais ça c'est pas possible, on peut pas faire une prise de sang comme ça. Oui, c'est la déformation professionnelle des feux. Moi c'est pareil quand je vois conduire les acteurs américains, bon, il y a plein de trucs, je me dis, mais c'est pas possible. Surtout les films des années 50. Là, normalement, il a plus de pneus, il a fait une tête à queue et on n'en parle plus. Mais bon, c'est ça. Quand je vois les films de Louis de Funès, j'ai les yeux qui saignent moi aussi. Mais bon, j'écris pas un pavé sur Internet pour me plaindre. Non, mais surtout que là, c'est pas réaliste. Après, critiquer les côtés réalistes, des fois, c'est... Oui, après, tu sens que cette personne... Mais après... C'était un exutoire. Cela étant dit, ça dépend de où il fonctionne. Parce que l'approche sur un bouquin ou sur un BD, déjà, c'est une personne qui a écrit, pour un truc qui dessine. Oui. Donc, déjà, que cette personne qui écrit, qui dessine, ils ne sont pas tout puissants, tout sachants. Bien sûr que non. Cependant, quand tu as un film, je pense que, surtout certains films à grand budget, tu te dis, non, mais entre tous les tas de personnes, il y a eu 10 personnes qui sont regardées les scripts, techniciens qui étaient sur la télé. Tous les mondes, personne n'a vu que ça ne marchait pas, ça. C'est-à-dire, c'est grave. C'est-à-dire, tu vois quand il fonctionne l'électricité dans certains films, tu te dis, non, mais ça ne marche pas comme ça, les gars. Quoi. C'est l'histoire de jeter les grilles pendant dans la baignoire. Bon, aux États-Unis, et même moderne, je pense qu'il y a des circuits de protection, mais
Bon, ils sont peut-être fous, mais en Europe, en tout cas, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Ton tableau, il fait pouf. C'est ça. Donc, bon, ben, C'est ça. il y a encore ceux qui sont améliorés, parce que des autres, que forcément, ils jetaient les câbles sur l'eau. Déjà, ils continuaient à avoir l'électricité, mais ils électrifiaient les pile point pour tuer les méchants. Ah Après, oui. quoi. Ouais, ça s'élargissait pas. Ouais. Oui. C'est bon, bref. Allez, je te laisse Oui, continuer. non, mais après, c'est vrai, parce qu'il y a quand même une bonne suspension. Alors, je sais pas, parce que moi, je suis pas un scientifique, hein, je suis plutôt littéraire, donc moi, ça me paraissait crédible ce qu'il avait dit, ce qu'il avait Je de ne marqué. peux pas les critiquer, Mais il est vrai que, après, on en parle souvent, il y a cette fameuse suspension d'incrédulité à laquelle tu souscris ou pas, en fait. Oui, Donc, tout à fait. si tu choisis de ne pas souscrire, je comprends que ça puisse s'énerver. Ouais, mais bon, Mais bon, dans ces voilà. cadres-là précis, c'est un peu absurde, quoi. Là, moi, Et j'imagine que ça doit Alors, être un cadre, voilà, quoi, en et, plus. ouais, mais c'est 2 pages. Le gars, il a fait un pavé comme un pavé d'affinois, en fait. Un truc mais très documentaire par ailleurs. C'était pas inintéressant à lire, mais je dis, le mec, il chipote pour 3 pages, en fait, pour 4 cases et 4 bulles, quoi. Bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui. Il faut que ce soit précis, sinon c'est pas bon. Et donc, moi, pour ma part, j'y ai largement quand même trouvé mon compte. Et que serait une BD sans un illustrateur talentueux, hein, les dessins, les planches sont l'écran sur lequel repose toute l'histoire. Et Gwenaël Grabowski a réalisé un travail quand même titanesque, sans mauvais jeu de mots. Et ces dessins sont magnifiques, ces découpages sont dynamiques et très fluides. On comprend, on n'a pas besoin de texte qui nous explique qu'il y a des flashbacks. On comprend par la mise en scène qu'on saute d'une période à l'autre. La mise en couleur, d'ailleurs assurée par Denis Béchu, apporte la touche finale à un visuel parfaitement maîtrisé. Bref, on a trouvé un trio qui fonctionne en symbiose sur cette BD et j'espère que visiblement c'est la même équipe qui travaille, enfin c'est les mêmes 3 personnes qui travaillent sur la BD Personne, qui se passe apparemment également dans l'espace et j'ai hâte de la découvrir, comme on dit. Pour vous donner mon avis, pour être honnête, je ne savais pas trop de quoi parler, un peu comme toi, dans cette seconde chronique, parce que bien qu'ayant lu et vu plusieurs choses intéressantes, rien ne m'emballait vraiment au point d'en écrire une chronique. Et là, c'est le hasard qui a fait que, puisque j'avais commandé, moi c'est toujours la surprise, parce que quand on commande à Recycle Livre, ou enfin quand on commande sur un site de bouquins d'occasion, on nous donne une fourchette de à peu près 15 jours, donc je ne sais jamais quand on reçoit la BD. Et il s'avère que j'ai reçu 9 hier, et sa lecture en a été vraiment passionnante et suffisamment dense pour que je vous en parle aujourd'hui, en fait. Dès la citation d'ouverture, j'ai été accroché, puisque l'auteur se cite Barjavel. C'est une phrase qui est tirée de Si j'étais un dieu et qui dit le temps est le même pour tous mais différent pour chacun. C'est une illusion, c'est l'illusion des illusions et c'est pourtant la base du réel. Sans le temps, l'espace disparaît. Car pour aller d'un point à un autre de l'espace, il faut du temps, même pour imaginer le voyage. Donc on convoque ici donc un maître de la SF pour faire résonner l'histoire de la BD et je dois avouer que j'étais d'emblée curieux de savoir comment ça allait s'imbriquer dans le récit. L'histoire reprend bien ses influences pour les faire siennes. On retrouve la poésie et le côté cryptique d'Interstellar. On retrouve l'action et les scènes spectaculaires de Seul sur Mars. On retrouve le ton un peu intimiste et personnel de Ad Astra. Bref, c'est quand même, on peut dire, un bon mélange. Ce n'est peut-être pas la BD de l'année en termes d'originalité, mais elle fait clairement le taf. On s'évade le temps de ces 88 pages dans une bulle spatio-temporelle. J'ai beaucoup aimé la variété des situations, les changements de rythme et les dialogues qui, malgré tout, malgré encore certaines critiques, restent assez qualitatifs. Et comme le dit le mentor de Johnny, le professeur Cyrus, nous ne devons pas nous satisfaire de ce que nous connaissons, mais nous devons nous languir de ce qu'il nous reste à apprendre.
C'est à pieds joints qu'il nous faut sauter dans l'inconnu pour repousser toujours plus loin les limites de notre propre existence. Si cette affirmation est un credo de tout scientifique qui se respecte, elle l'est tout autant pour notre quotidien de lecteur ou de grand rêveur. Alors n'hésitez pas, sautez autant de fois qu'il le faut dans l'inconnu, peut-être serez-vous déçus, mais vous pourriez aussi repousser les limites de votre jardin imaginaire et de l'enrichir de bons souvenirs. Intéressant. Voilà, mais on va faire un record. C'est la préfoire finnaise. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, on va finir en même pas 1h30. Ah ben, Bon, il en faut. Ouais. Il en faut. Mais il me semble qu'on avait fait, au tout début, on avait fait un épisode pareil de 1h30, on n'avait pas... Oh, je sais pas. Je pense que les plus courts c'était 1h40, ah 45. Oui, je pense d'accord. On a battu les records. Ouais, écoute. Écoute, il faut un début à tout. Voilà, il nous faut le temps qu'il faut. Des on n'a pas trop digressé aujourd'hui. Oui. D'habitude, on digresse beaucoup. Oui. Après, voilà, ce n'est pas grave. C'est comme ça. En tout cas, bon voilà, on va arrêter là. Comme ça fait un petit vidéo. Et c'est déjà sympa. La prochaine, je pense que ça ira relativement bientôt. Oui, on va essayer de ne pas laisser passer autant de temps cette fois. C'est ça. Donc peut-être, si tout va bien, deuxième semaine À voir, il faut que les planètes s'alignent. Oui, ils vont s'aligner. La première, je ne suis pas là, donc c'est bon. Donc, en tout cas, merci à tous celles et ceux qui vous arrivez jusqu'à là. C'est déjà pas mal arrivé. Merci, comme d'habitude, et je te laisse les mots de la fin. N'oubliez pas que l'abîme vous regarde aussi. Et à bientôt. Ciao. À bientôt, ciao.